France, ton industrie fout le camp. C'est le débat qui oppose Renaud Dely de l'Obs et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Alors à cette question, nous avons mis un point d'interrogation, ce qui est classique d'ailleurs pour une question, mais parce que objectivement, c'est un sujet complexe. Donc Alcatel-Lucent va passer sous le contrôle de Nokia, va perdre jusqu'à son nom. Alcatel, c'était le TGV, c'était le Minitel, c'était quand même un fleuron de l'industrie française. Cette opération, elle fait suite à d'autres qui étaient importantes aussi. Bien sûr, on se souvient d'Alstom passé dans le giron de General Electric malgré l'opposition, en tout cas à l'origine du gouvernement. Il y a Lafarge qui a une opération de rapprochement, mais qui est quand même un peu une prise de contrôle par une société suisse. Il y a le Club Méditerranée, même si ce n'est pas vraiment de l'industrie, heureusement, qui passe sous pavillon chinois. Donc je pense qu'il se passe quelque chose. Alors, ce quelque chose, c'est quoi? C'est d'abord des éléments un peu spécifiques à ces entreprises qui avaient, par exemple pour Alcatel, eu des faiblesses qui font que probablement elles ne pouvaient pas survivre toutes seules. Des éléments extérieurs, comme la faiblesse de l'euro, par exemple, qui fait que c'est moins cher d'acheter les entreprises européennes. Mais je crois qu'il y a aussi de vraies difficultés, de vraies faiblesses de l'industrie française. Dominique de Villepin avait lancé le patriotisme économique. Si ça consiste à dire que pourquoi nos entreprises ne sont pas suffisamment fortes, là, oui, je pense qu'il y a un vrai sujet. Je pense, je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, Guillaume, même très largement. Je pense d'abord qu'il faut remettre en perspective. C'est vrai que c'est pas, il se passe quelque chose, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène récent. La désindustrialisation. C'est pas la faute de François Hollande, pour faire court. Non, mais je suis d'accord. Je pense en plus, mais je sais que vous êtes d'accord, et c'est pas plus la faute de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Je pense que c'est un phénomène de longue durée, la désindustrialisation du pays. On en entend parler et on en a des signes manifestes depuis une trentaine d'années maintenant. Ça s'est traduit soit par des fermetures d'usines, des faillites, des chutes, des fermetures d'entreprises en France, soit par des rachats par des groupes étrangers. Vous en avez cité un certain nombre depuis quelques années, effectivement, ça s'est multiplié. Donc c'est un phénomène de longue durée qui ne concerne pas d'ailleurs que la France, même si je pense qu'à l'origine, la France a des bases industrielles plus faibles, plus fragiles, par exemple, que nos voisins allemands. C'est vrai qu'on a toujours eu un secteur industriel, en tout cas depuis l'après-guerre, moins puissant que ne l'était, et moins solide et moins indépendant que ne l'était le modèle allemand. Après, je pense que c'est forcément inquiétant, mais c'est pas non plus. J'ai pas une vision d'un déclin irréversible. Pourquoi? Parce que la France aussi, et là encore, quelles que soient les étiquettes politiques des gouvernements en place, elle conquiert des places à l'étranger. Il y a aujourd'hui le marché iranien, on peut imaginer, est en train de s'ouvrir peu ou prou. La France est pas mal placée pour conquérir. On se souvient que Renault était parti à l'assaut du marché iranien. La France, elle existe aussi en Chine. Donc, ce qui est vrai, c'est que si on prend le CAC 40... Elle existe en Inde, on l'a vu avec des contrats récents. Alors, vous me le ôtez de la bouche, mais c'est vrai que la France vend à tour de bras cet excellent avion qui est le Rafale. Voilà, c'est pas... Et en l'occurrence, il s'avère que ça se produit sous François Hollande, alors que Nicolas Sarkozy n'y arrivait pas. J'imagine que c'est un hasard. Mais en tout cas, tout le monde ne peut que se réjouir du fait que... C'est pas un mouvement à sens unique. Oui, alors, il y a quand même des éléments qui sont spécifiquement français et qui expliquent ces faiblesses et qu'à mon avis, sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est que, en général, des champions mondiaux, c'est d'abord des entreprises qui ont un marché domestique dynamique. La France est un pays qui n'a plus de croissance ou qui a une croissance plus faible que celle des autres pays, même européens, depuis de nombreuses années. Et donc, il y a une forme d'anémie de l'économie française et notamment des groupes industriels qui est réel. Et là, il y a un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire revenir la croissance? Vous connaissez ma réponse, c'est parce qu'on n'a pas fait les réformes de structure qui s'imposaient. Le deuxième point très spécifique, c'est que pour avoir des grands groupes mondiaux, il faut avoir un environnement qui soit attrayant, notamment pour ses dirigeants. On ne dira jamais assez combien cette mesure totalement stupide, démagogique et contre-productive de la fiscalité à 75% a été un problème. Interrogez les chasseurs de tête, ils vous disent pour aller chercher de très bons managers étrangers pour les faire venir travailler en France dans des grands groupes français, c'est difficile parce qu'ils ont peur d'une surfiscalité. Non, je ne crois pas du tout. Les 75% étaient une mesure éphémère dont on peut discuter de l'efficacité, mais ça n'a absolument eu aucune influence sur le phénomène dont on est en train de débattre. En revanche, je pense, sur l'histoire du marché domestique intérieur qui doit être dynamique, on a là le contre-exemple allemand aussi. C'est-à-dire que les grands groupes allemands ne fonctionnent pas, ne se sont pas bâtis, n'ont pas bâti leur puissance sur un marché intérieur dynamique. Il y a aussi un dynamisme démographique en France qui peut participer d'un dynamisme économique plus important. Sauf qu'il n'y a pas de croissance. Non, je pense une chose, d'abord, c'est que nos grands capitaines d'industrie, ils ont, et ça traduit d'ailleurs aussi un état d'esprit qui dépasse ce corps-là, ils ont eu ces 30 dernières années souvent assez
peur aussi de la mondialisation. Ils ont une approche un peu défensive. On l'a vu d'ailleurs, y compris à Alstom, où certes l'État, et c'était son rôle, a sauvé tant bien que mal le plus longtemps possible le soldat Alstom, mais il y a eu des erreurs stratégiques monumentales qui ont été faites à Alstom et qui expliquent que General Electric ait pu s'emparer du devenir d'Alstom. Et c'est pas une exception. Je pense que globalement, nos capitaines d'industrie ont une vision beaucoup trop franco-française, beaucoup trop franco-centrée, si j'ose dire, et une vision souvent défensive de la mondialisation, alors qu'encore une fois, elle peut fonctionner dans les deux sens. Ouais, mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce que les Français parlent moins bien l'anglais que les Allemands? Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'on aurait réglé le sujet. Ça doit jouer aussi. Même si ça doit jouer, mais à mon avis, à la marge. La réalité, c'est que les entreprises françaises ont des problèmes pour se développer. Quand vous êtes trop petit, vous ne pouvez pas exporter. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les ressources, y compris les ressources humaines. Et donc, c'est parce que la France ne fait pas éclore suffisamment de grosses PME qui peuvent être les numéros 1 de demain qu'on se retrouve dans cette situation. Vous parliez de l'Allemagne et la comparaison, elle est évidente. L'Allemagne a un terreau, notamment depuis 10 ans, avec les réformes qui ont été faites par Gerhard Schröder, qui permet aux entreprises de se développer de façon beaucoup plus facile. Il n'y a pas ces espèces de seuils, par exemple, terribles, comme les 50 personnes en France, qui font que les entreprises ne se développent pas. Il y a une forme de malthusianisme en France, mais qui est imposée par, encore une fois, un environnement social, fiscal, juridique, qui n'est pas suffisamment favorable aux entreprises. Je crois que le poids de l'État, il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dépendance des capitaines d'industrie et du tissu industriel français de longue date, qui est une tradition qui, pour le coup, remonte à Colbert. Je veux dire, du colbertisme à l'étatisme, etc. Quelles que soient les étiquettes politiques en place, c'est vrai que les groupes industriels français ont eu tendance à attendre à chaque fois beaucoup d'aide de l'État, de soutien des pouvoirs publics. Et comme disait un de nos grands anciens, l'État ne peut pas tout.